Télérama, en direct du Festival de Cannes. Jour 3 du festival. Merci de nous retrouver pour ce rendez-vous où on essaie de vous raconter nos impressions sur les films en sélection. Nous sommes en live toujours du pavillon Unifrance et nous allons donc aujourd'hui, le sommaire, vous parler de deux films un peu contestés qui ont fait du buzz à Cannes. L'un s'appelle Okja de Bong Joon-ho et l'autre s'intitule La Lune de Jupiter du Hongrois Kornél Montrugó. Ensuite, nous aurons, et on va vous expliquer pourquoi, un entretien avec Pierre Deladonchamp. Nous continuerons par une expérience virtuelle qui promet de Samuel Douer, on vous dit que ça, et le rendez-vous habituel avec Thierry Frémaux. Avec moi aujourd'hui Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Pierre. Et Samuel Douer. Bonjour Pierre. Samuel. Alors, on va commencer par Bong Joon-ho et Okja. Alors Okja, d'abord, c'est, vous savez, un des deux films qui a été produit par Netflix, donc Netflix et le Festival de Cannes n'ont pas réussi à un accord, donc c'est un film qui va sortir sur la plateforme Netflix, mais pas en salle. Alors inutile de vous dire que ce matin, à 8h30, dès qu'on a vu Netflix présente, il y a eu... toute la salle s'est mise à huer, bien entendu. Elle s'est mise à huer d'autant plus qu'en manque de bol pour Netflix, il s'était un peu trompé de format, le projectionniste, ce qui fait qu'au bout de hurlements pendant 6-7 minutes, on a dû tout recommencer. Le rideau s'est fermé parce qu'il s'était mal ouvert, on l'a refermé et c'est reparti. Netflix a été resifflé une deuxième fois et on a pu voir donc cette histoire qui est très édifiante et qui est l'histoire d'une infâme capitaliste, Tilda Swinton, qui a l'idée d'élever des cochons, les meilleurs cochons du monde, dans divers pays du monde. Et donc 10 ans après, les cochons, ils ont été bien nourris, ils sont bien gras, ils sont énormes. Et il y a une petite fille en Corée du Sud qui a soigné pendant des années, donc Okja. Voilà. Et elle ne veut pas que son animal favori aille à New York, s'en mêle en plus des membres de la libération des animaux, donc il y a tout un bazar qui commence, et de ce bazar, on a extrait un extrait de la bande-annonce qu'on vous propose de regarder. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Alors ces cochons sont véritablement énormes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de ces monstres, hein. C'est pas des petits cochons. L'infâme capitaliste dont tu parlais tout à l'heure, Pierre, c'est la patronne d'une énorme société alimentaire, en fait. Hein. Oui. Donc, ces braves bêtes, enfin, ces énormes bestioles qu'elle a fait élever dans différentes parties du monde, c'est pour ensuite les transformer en saucisses, en lardons, pour une population mondiale qui est prête à bouffer n'importe quoi, voilà. Puisque ce sont en plus, évidemment, des cochons génétiquement modifiés. C'est sûr que pour qu'ils aient la taille d'un dinosaure, faut un petit peu aider, hein. Voilà. Et c'est à peu près des dinosaures. Alors, ça a été... Bong Joon-ho, le cinéaste sud-coréen, est un grand cinéaste, Samuel. C'est vrai, on a beaucoup aimé certains de ses films. On a beaucoup défendu, et y compris pour sa première expérience à moitié américaine, qui était Snowpiercer, qui était une grosse superproduction, avec Tilda Swinton. Vraiment très impressionnant, parce qu'il gardait son ton très virulent, sa virtuosité de mise en scène, avec un budget quand même multiplié par 5 ou 6 par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Donc moi, je partais voir Okja avec beaucoup de bienveillance, parce que j'aime beaucoup Bong Joon-ho. Je me dis qu'il avait déjà bienveillant en plus. Et oui, peut-être. Mais il avait prouvé qu'il pouvait gérer des gros budgets, et j'étais quand même un petit peu déçu parce que le résultat est
un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe, mais après le film, je sais que ça va provoquer des discussions, la phrase que je vais dire, mais après déjà le film de Todd Haynes, on voit 24 heures après celui de Bong Joon-ho. Moi, je me croyais au Festival de cinéma de Cannes et pas un festival de films pour enfants. Mais je suis un peu étonné. Guillemette. Bon, alors, en fait, je suis d'accord pour dire que c'est un très mauvais film. On ne parle pas du Todd Haynes que toi tu aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup Todd Haynes, mais je n'étais pas là hier, donc voilà, oublions. Alors, celui-là. Mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi pour dire que, oui, Okja peut passer au début pour un film, effectivement, pour enfants, parce que le début se situe dans une nature verdoyante, limite disneyenne, avec cette petite fille et son énorme animal de compagnie. Et ils rebondissent dans les prés, c'est délicieux, c'est délicieux. Bon, et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est assez mièvre. En revanche, le reste du film est loin de l'être, et même, moi, je le trouve quasiment scandaleux, en fait, dans ce qu'il dit. Oh, scandaleux. Alors, rapidement, parce qu'on n'a pas... Mais vas-y. Alors, scandaleux, pourquoi? Bon, déjà, je trouve en termes de mise en scène assez lourd. On a l'impression d'espèce de farce des frères Cohen loupés, avec un Jack Gyllenhaal qui en fait des tonnes. Ah, oui, alors ça, c'est étonnant de le voir mon comme Dieu, ça. Il parodie Kevin Kline, j'ai trouvé. Kevin Kline qui était déjà, en faisait énormément, mais alors lui, oui. Il parodie un acteur potentiel d'un film des frères Cohen, lui-même pastichant, je ne sais pas qui. Enfin, à un moment, là, c'est trop, quoi. Bon, donc, il scandaleux, n'est pas drôle pourquoi, du tout. Guillemette? Et scandaleux parce que le terme ce est lourd, film finit... moi, je trouve ça mauvais, mais c'est pas... Moi, je trouve que c'est plus que mauvais, donc c'est très contestable, parce que ce film finit par défendre, au bout du compte, une théorie des écolos, effectivement, très très radicaux, et des anti-viandes, qui font une métaphore que je trouve vraiment très 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 difficile à défendre, entre les abattoirs et les camps de concentration. Et le film... Pas le tout le fait film. de manière... C'est la scène finale. Il y a une scène à la fin qui appuie beaucoup cette thématique. C'est totalement ça. Et non seulement, en plus, elle défaille, elle se sert de cette théorie, disons, enfin de cette comparaison, et en plus, elle n'est même pas réussie, c'est-à-dire qu'en plus, elle est ridicule, avec des cochons qui pleurent derrière des barrières barbelées, des enfants qu'on sauve, des enfants cochons, qu'on sauve de justesse. Bon. Enfin, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est quand même... parce que ça dure 1 minute dans le film. Ouais, oui, mais tout le film tend vers cette scène quand même, plus ou moins. D'accord. Moi, quand même, à la fin, on en revient à la mièvrerie et la petite fille qui a récupéré son gros cochon, et puis tout le monde est très heureux en Corée du Sud. Et ça commence... Enfin, je sais pas, moi. En fait, c'est un drôle de film, du coup. C'est con-con... contestable, reconcon. Et ça se veut une critique du pouvoir des multinationales et aussi d'une certaine manière des écologistes radicaux, puisque le Front de Libération Animale, ils sont un petit peu idiots, ils sont pas très habiles, etc. Après, c'est vrai que la dénonciation, pareil, Bong Joon-ho a fait beaucoup mieux pour dénoncer l'impérialisme américain dans un de ses premiers films qui s'appelait The Host, qui était un film d'horreur tourné à Séoul. Et là, c'était vraiment percutant. Là, c'est très convenu et un peu lourd. Et ça, c'était un vrai film écolo qui fonctionnait. Et qui fonctionnait. Alors, tout ça pour finir, on garde notre confiance au cinéaste, mais on peut dire que c'est peut-être pas son meilleur film, qui ne sortira donc pas en salle. On dit juste que les effets spéciaux sont, pour le coup, là, bluffants. Remarquable, mais il faut qu'il fasse attention, c'est pas parce qu'il veut nous épater avec des gros cochons et des scènes d'action avec des gros cochons qu'il faut qu'il fasse pas attention à ce qu'il raconte comme histoire quand même. D'accord, et on enchaîne tout de suite avec un autre film qui fait beaucoup parler de lui, c'est du film de Cordell Mandrake-Shaw, qui s'appelle donc La Lune de Jupiter. Alors, résumé, c'est compliqué, mais ça commence par un méchant flic hongrois qui vise un émigré. Il tire dessus. Et curieusement, au lieu de mourir en quelque sorte, cet émigré acquiert un don extraordinaire qui est le don de lévitation, c'est-à-dire qu'il vole. Il vole. Et là-dessus, ça tombe, enfin quelqu'un essaie de s'occuper et de lui, à la fois de l'émigré et de profiter de ce don. C'est le vrai héros du film, en quelque sorte. C'est un toubib. Moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il me rappelle les grands hollywoodiens qu'on aime. C'est-à-dire c'est un toubib désabusé, alcoolique, charmeur, qui a fait ça pourrait être un détective privé. Voilà, qui a fait une grosse bêtise dans sa vie et qu'il cherche à racheter, mais pas très bien. Et il va être
essayer de profiter du don du jeune homme. Et je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. People fear miracles. They are afraid of it. Are you afraid? Yes. Stop! No, don't. You have nothing to lose. Stop! Hoztak egy fiút. Help me. Meglőtték. Meglőtték, és valami történt vele. If you work for me with your extraordinary talent, I can help you to escape this place. My son! Ils mettent une correction et un enthousiasme. Tout en même temps. Tout en même temps. Oui, tu as dit un immigré. En fait, c'est un migrant. D'autant que la scène d'ouverture, vraiment d'ouverture, ce sont des migrants qui embarquent dans, évidemment, des embarcations prêtes à couler, qui se font tirer dessus. Au bord, à peine ont-ils mis le pied. Oui, bien sûr. D'abord, ils viennent de se noyer, mettent le premier pied sur le territoire hongrois et se font tirer dessus comme des lapins. Bon. Une scène extraordinaire de fuite dans la forêt. Enthousiasme. Et là, le flic de l'immigration qui en tue vraiment un, sauf qu'il ne le tue pas. Voilà. Et on en revient à ce que je disais. Alors, enthousiasme. Enthousiasme absolu. Je trouve ce film, aujourd'hui et maintenant, d'une nécessité, d'une force, d'une grâce, c'est le cas de le dire, très 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 importante, puisqu'en fait, ce jeune homme qui l'évite, c'est un ange. Hein. Alors, oui, c'est un ange. Mais justement, les adversaires du film le trouvent un peu trop christique à leur goût. Samuel ? Je ne suis pas adversaire du film, moi, personnellement. Mais c'est vrai qu'en voyant le film, j'étais quand même passé une bonne partie de la projection à me demander si c'était insupportable ou si j'aimais beaucoup ça. Quoi. Parce que c'est une épreuve physique, hein, quand même, ce film. Il faut savoir, c'est une mise en scène très impressionnante. C'est 10 plans séquences. Ça bouge absolument tout le temps. Tout le temps, ça monte, ça descend, ça va à gauche, ça va à droite, ça accélère, ça ralentit. Donc c'est une centrifugeuse. Mais pas gratuitement. Mais pas gratuitement. Non, on est vraiment dans le sentiment d'urgence qui est lié à la situation du personnage et du personnage du migrant et du personnage du Toubib qui a cette dette à payer et qui est quand même traqué lui aussi par la police. Et à l'arrivée, c'est quand même un film vraiment très impressionnant dans la mise en scène, quoi. Ça m'a rappelé les films de Kalatozov, le grand cinéaste russe, qui était plus lyrique, lui, mais c'était le principe. Mais ça tournait, la caméra n'arrêtait pas de tourner. Ça tournait, mais ça tournait quelquefois, on se demande un peu pourquoi chez le russe. Là, quand même, ça a beaucoup plus de sens. Guillemette, on n'a pas beaucoup de temps, mais comme tu es enthousiaste, je te redonne la parole. C'est un film important parce que la lune de Jupiter, ça veut dire cette planète, en fait, inaccessible, mais qui s'appelle l'Europe. Voilà. Eh bien, ce film dit que même si, parmi tous ces migrants, il peut y avoir aussi le démon, et le film le dit, je ne vous dis pas comment, mais avec une vraie honnêteté, que cette migration, c'est une chance, c'est peut-être une grâce, et qu'il faut avoir, au sens propre du terme, la foi, comme ce médecin qui, au départ, exploite ce jeune homme, et finit par se mettre à genoux devant, parce que ce jeune homme lui a finalement apporté la paix et lui a réapporté une pureté qu'il avait perdue. Voilà, c'est vrai, mais c'est un peu plus ambigu que ça en même temps. C'est ça qui est bien, c'est que comme c'est un film un peu fouillis, on peut y voir absolument autre chose, parce que c'est pas un film chrétien. Ça, je voudrais vraiment... Il y a un peu de spiritualité. C'est un film un peu de spiritualité, mais pas... c'est pas Jésus qui revient, quoi. Pas comme certains veulent le croire. Je précise donc que le film est pas toujours très bien accueilli, qui est très partagé en tout cas. Comme souvent les films de ce réalisateur, mais qui a au moins le mérite de changer beaucoup de style entre les films. C'est ça qui est assez impressionnant avec lui. C'est que mais je pense il est passé d'un cinéma ultra contemplatif à cette espèce de mouvement permanent d'énergie. C'est vraiment impressionnant. Je pense que comme film politique, c'est celui que... J'ai hâte qu'il sorte en salle, que les gens aillent le voir, quitte effectivement à se donner des grands coups de claque dans la gueule après au resto, mais je pense que c'est un film qui interroge vraiment et qui, j'espère, ouvre la porte dans tous les sens. Bon, très bien. Alors maintenant, je vous propose
de voir une interview de Pierre Deladonchamp. Pourquoi Pierre Deladonchamp? C'est parce que lundi prochain, le Festival de Cannes va rendre hommage à André Téchiné, qu'on ne présente plus, le réalisateur de Souvenirs d'enfance, du lieu du crime, d'Hôtel des Amériques et de plein d'autres, qui a tourné un film qui s'appelle Nos années folles. C'est une histoire vraie d'un homme qui, pendant la guerre, ne supportait plus les tranchées, et on peut le comprendre, et qui a trouvé le moyen d'éviter la guerre, de se déguiser en femme avec l'aide de son épouse. Et voilà la trame du film. C'est un film qui sortira en septembre. L'interprète principal, c'est Pierre Deladonchamp, qu'on avait vu dans L'Inconnu du lac et le film de Philippe Lioré qui s'appelle Le Fils de Jean, et il nous en parle. Nos années folles d'André Téchiné, c'est une très belle histoire que je qualifierais de passionnelle, et une histoire d'amour entre Paul et Louise. Pendant la Première Guerre mondiale, lui ne veut pas aller au front, il est même soupçonné de s'automutiler pour pouvoir être exempté. Et finalement, justement, comme on lui dit qu'il risque la cour martiale, il déserte, il s'enfuit de l'hôpital, aidé par sa femme. Et pour ne pas être retrouvé, toujours avec la complicité de sa femme, il se déguise en femme. Et ça marche tellement bien qu'il vit une bonne dizaine d'années comme ça. Une semaine à peine suffit pour que l'odyssée du déserteur travesti fasse le tour des rédactions. Et c'est ainsi, mesdames et messieurs, que Paul Grapp passa de la clandestinité à la gloire. Ma première impression quand je me suis vu en femme, c'est que ça fait bizarre. Déjà, ça fait bizarre de se voir à l'écran, mais alors en plus, quand on est transformé de la tête aux pieds, maquillé, perruqué, avec un corset, des faux seins, une robe, des talons, des collants. C'est particulier. Ça me permet peut-être plus d'avoir du recul parce que je ne me reconnais pas vraiment. Donc du coup, je suis spectateur de ce personnage de Suzanne qu'on a créé avec André en s'inspirant de ce qu'avait vécu ce vrai Paul Grapp qui a existé. C'était touchant, émouvant, ouais, j'étais ému de revoir tout ça. Oui, vous qui avez été une femme, qu'est-ce que c'est que d'être une femme? Monsieur Grapp, il a perdu sa langue. Monsieur Grapp, répondez-nous. Le corset, c'était vraiment ce qu'il y avait de plus dur, parce que ça comprime vraiment les côtes. Moi, je suis mince, mais j'ai pas une taille de guêpe, donc il fallait vraiment serrer très fort pour qu'il y ait une vraie taille et des hanches. Ça parfois, c'était difficile, d'autant que la première semaine de tournage a eu lieu dans le cabaret, et c'était une semaine à Paris de canicule. Mais vraiment, il faisait, je crois que sous le chapiteau, il faisait entre 38 et 40 degrés. On avait la tête dans les climatiseurs tellement on avait chaud. Donc avec ce corset, cette robe, ces talons, cette chorégraphie, ce châle, j'ai eu un petit peu... Voilà, c'était épique. Mesdames et messieurs, je devine votre impatience, mais un peu de calme, je vous prie. Allez-y, posez vos questions, mais s'il vous plaît, pas tous en même temps. Oui. Comment passe-t-on de Suzanne Lagarçonne à Paul Grapp, déserteur amnistié? Oui, ce qui m'a le plus fasciné dans ce personnage, c'est d'une part le courage qu'il a eu. Je me suis dit, ok, il ne veut pas faire la guerre. D'aucuns pourraient dire que c'est lâche. En tout cas, quand on en arrive à devoir se couper un doigt pour partir de ce front, c'est que ça devait être particulièrement horrible. Mais en tout cas, quand il se transforme en Suzanne, au début, il ne veut pas en entendre parler. C'est très très dur pour lui d'imaginer ça. Et puis je crois que c'est comme une deuxième naissance, ça lui permet aussi peut-être, en tout cas c'est ce que je me suis raconté, d'oublier toute sa vie d'avant. D'oublier sa vie d'avant, de soldat je veux dire, pas d'homme. Et il le dit à un moment dans le film qu'il ne veut pas avoir à choisir entre les deux parce qu'il a trouvé une forme d'équilibre à faire ça. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus étonné, c'est sa capacité justement à se prostituer. Voilà, à aller jusque-là. En même temps, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils en avaient besoin, ça a dû se faire progressivement, effectivement, dans sa vraie vie, pas du jour au lendemain. Mais André a voulu justement qu'on passe de l'un à l'autre, parce que de toute façon, après, il y a des flashbacks qui remontent comment ça s'est fait, qui remontrent la fabrication du personnage de Suzanne et les réticences qu'il a eues, les difficultés. Et je trouve que c'est bien. En fait, on est complètement perdu dans ce film parfois, tout comme Paul l'était perdu dans sa propre vie. Et ça, je trouve que c'est très bien rendu.
de la réalité virtuelle, alors c'est encore une histoire de migrants, puisque en fait j'ai pendant 6 minutes été dans la peau d'un migrant hispanique, enfin d'Amérique centrale, qui essaie de traverser la frontière et le désert pour rentrer aux États-Unis. Donc c'est une expérience qui est proposée au Festival de Cannes en périphérie, près de l'aéroport de Cannes, dans un hangar d'aviation. C'est le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, le réalisateur de Revenant notamment, qui a conçu cette installation artistique qui sera ensuite visible à Milan, à la Fondation Prada, donc, et dans d'autres musées à travers le monde plus tard. Alors ça consiste en quoi? C'est de la réalité virtuelle. Donc, on a un casque sur les oreilles avec des lunettes en 3D. On est coupé du monde et on est placé sur une arène de sable carré, sur du sable pieds nus, pour faire un peu comme si on était un migrant qui a laissé ses chaussures trouées dans le désert pour marcher plus vite. Et donc on est en pleine nuit et d'un seul coup on entend des bruits, donc on se retrouve au milieu d'immigrants clandestins qui sont épuisés, affamés, assoiffés. Et d'un seul coup, c'est la police des frontières nous repère et nous met en joue, nous arrête, etc. Voilà. Donc c'est une expérience assez étonnante parce qu'il faut s'habituer effectivement à pouvoir bouger aussi, puisqu'on n'est pas seulement un spectateur passif, on peut se promener dans ce carré de sable et en fonction de l'endroit où on se trouve, on voit des choses différentes. C'est-à-dire que tous les journalistes qui ont fait l'expérience, je pense qu'aucun n'a vu la même chose, n'a ressenti la même chose. C'est ce qui est assez impressionnant dans ce dispositif. Après, la limite du dispositif, c'est que je trouve qu'en matière de ressenti psychologique de ce que peut vivre une personne en situation de grande précarité comme les migrants, c'est efficace. On a vraiment peur. On ressent aussi l'humiliation que peuvent subir ces personnes qui sont mises en joue, contraintes de s'agenouiller, on leur met les menottes, enfin voilà, cette espèce de tension permanente, ça c'est très réussi. Après, effectivement, nous, on est dans une position de festivalier très privilégiée, ça dure que 6 minutes, on n'a pas faim, on n'a pas soif, on n'a pas froid. Voilà, donc c'est la limite, je dirais, de cette expérience. Mais bon, voilà, faut pas remettre en cause ce qu'a voulu faire Iñárritu. C'est un petit peu ce que peut faire par exemple le documentaire de Vanessa Redgrave qu'on peut voir dans la compétition, c'est alerter un petit peu la population sur ce que peuvent vivre les migrants. Et ça peut aider aussi à prendre conscience que, en fait, quand on fait des périples pareils, on est prêt à accepter tout ça, c'est que vraiment on ne peut pas faire autrement et qu'on veut sauver sa peau, quoi. Et donc il faut accueillir ces gens et comprendre cette souffrance. Et cette expérience permet malgré tout de comprendre ça. Et visuellement, c'est fort. Visuellement, c'est assez fort, d'autant plus que tout est recréé numériquement. Hein. Les images, c'est un désert recréé par ordinateur. Les migrants que l'on voit dans le film à côté de nous sont aussi recréés numériquement. Alors, on le voit vraiment quand on est très très près du visage. Là, effectivement, là, il y a toujours le côté artificiel de l'image de synthèse, mais c'est très très fort, quoi. Et le côté réaliste quand même est assumé par Iñárritu, et puisqu'on peut découvrir à l'issue de l'expérience les vrais portraits des vrais gens qui racontent effectivement leur parcours, et Iñárritu s'est inspiré de leur récit pour concevoir cette installation. C'est en tout cas tout à fait passionnant. Bon, on revient à Cannes, autre chose totalement, on revient à Cannes et à Thierry Frémaux qui, lui, nous parle d'une autre expérience, les stars. Oui, je me souviens que la venue de Julia Roberts l'an dernier a quand même été quelque chose d'assez impressionnant. Elle est peut-être celle qui correspond parmi toutes à l'image de la star qu'on se fait. Elles sont peu nombreuses, hein, elle n'est pas toute seule évidemment. Quand vers 14 ans, je lui dis bon bah à ce soir. Le à ce soir, c'est toujours le à ce soir sur les marches. Et je savais qu'elle était timide et qu'elle était à la fois contente et impressionnée d'être enfin sur les marches rouges du Palais des Festivals. Et ça a été une grande joie de l'accueillir parce qu'on a un peu pris soin d'elle. Et voilà, je me souviens que ça a été un grand moment, ça. Demain, nous vous parlerons d'un film suédois de Ruben Östlund qui s'appelle The Square, et aussi d'un film français de Robin Campillo, très attendu, qui s'appelle 120 battements par minute. 120 battements par minute. À demain, merci de nous avoir écoutés. À demain, tous les deux. À demain. À demain. Cinérama.